messieurs les membres de l'Académie des sciences, des lettres et arts humains, mesdames, messieurs, chers amis, en tant que directeur annuel, je pourrais me contenter de déclarer simplement ouverte cette séance solennelle du 12 mai 2025, mais j'ajouterai quelques mots pour ouvrir cette séance. Vous le savez maintenant, puisque vous êtes des auditeurs fidèles, l'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens a été créée en 1750. Elle se compose de membres titulaires, de membres associés correspondants, de membres honoraires et, depuis peu, un membre d'honneur. Et lorsqu'un membre titulaire est élu, il est organisé une séance de réception solennelle. Donc c'est le cas aujourd'hui pour M. Bruno Pousset. Nous remercions Madame la proviseure du lycée Madeleine Michelis de nous accueillir à cette occasion dans cette salle tout à fait agréable. Et vous allez très vite comprendre que le choix de ce lieu a du sens. Selon la tradition, c'est notre confrère, M. Claude Lelièvre, qui va présenter d'abord le nouveau membre titulaire. Puis, M. Pousset prononcera ce qu'on appelle un discours de remerciement sur les femmes et la philosophie au lycée 1880-1930. Et M. Lelièvre reprendra ensuite la parole pour ce qu'on appelle le discours-réponse, dans lequel il évoquera les créations du cours secondaire de jeunes filles, puis du lycée de filles d'Amiens. Je précise qu'il n'y aura pas de discussion à l'issue de ces deux discours, mais il sera possible d'échanger autour du verre de l'amitié qui aura lieu au rez-de-chaussée tout à l'heure. Voilà, donc, mon cher Claude Lelièvre, je te donne la parole et le micro. Merci Daniel. Alors, je me dis vraiment que c'est avec grand plaisir, mon cher Bruno, que je vais te présenter avant ton discours de remerciement. Tu es indéniablement un local. Tu es né à Amiens en 1952. Tu ne me l'avais pas dit au départ. Études primaires, puis secondaires à Amédoulan, puis à Amiens. Études universitaires à l'université de Picardie-Jules Verne. Après avoir enseigné dans le second degré la littérature et la philosophie, notamment à la Providence, tu as été élu en 1997 maître de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne, puis professeur des universités en 2003 à Amiens et à Lille, et tu as choisi Amiens. C'est bon pour toi ici. Tu es aussi un cumulard invétéré de titres universitaires. Ça m'avait échappé d'ailleurs. 3 licences en lettres, en philosophie et en sciences de l'éducation. 3. Une maîtrise en philosophie, suivie de l'obtention du CAPES de philosophie. 2 DEA, l'un de philosophie, l'autre de sciences de l'éducation, suivi sous ma direction, à Paris 5, d'une thèse de doctorat, puis d'une habilitation dirigée des recherches en sciences de l'éducation, spécialité histoire de l'éducation. Tu es membre du Centre amiénois de recherche en éducation et formation que tu as fondé en 2011 et dont tu étais le directeur jusqu'en 2021. Tu es membre du comité de rédaction de la revue Carrefour de l'éducation, qui est une revue prestigieuse et importante dans le milieu des sciences d'éducation, publiée chez Armand Collin, après en avoir été le rédacteur en chef puis le directeur. Tu as dirigé une vingtaine de thèses. Tu as été, tu continues à être, l'organisateur, je m'y arrive d'ailleurs, de nombreux colloques ou journées d'études à Amiens. Tu as publié ou dirigé plus d'une vingtaine d'ouvrages. Tout cela t'amène à être régulièrement interrogé par les médias sur des sujets touchant à l'éducation, où tu me fais une concurrence effrénée et impitoyable. C'est vraiment le grand remplacement. Tu as beaucoup publié dans 4 domaines:
sur l'histoire des politiques scolaires, sur l'histoire de la laïcité et de l'enseignement privé, qui est l'une de tes spécialités fortes, sur l'histoire de l'éducation en Picardie, ce qui est tout à fait opportun pour un membre titulaire de l'Académie d'Amiens, et enfin sur l'histoire de l'enseignement de la philosophie, ce qui est ton autre spécialité forte. Cela t'a valu, d'ailleurs, entre autres, de pouvoir publier en 1999, aux prestigieuses éditions du CNRS, un ouvrage intitulé « Enseigner la philosophie, histoire d'une discipline scolaire de 1860 à 1990 ». L'un de tes apports tout à fait particuliers en ce domaine est que tu avais mené tes investigations à la fois dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé, avec leurs différences, voire leurs oppositions. Mais, car il y a un mais, on ne peut pas dire que tu t'étais beaucoup intéressé à une autre dimension, à savoir la problématique du genre en l'occurrence. Tu m'avais demandé de faire la préface de ce livre, et je ne peux pas dire non plus que cela avait alors attiré mon attention. Nous avons tous deux agi comme des philosophes virilistes patentés. Nous devons donc aller à récipiscence. Toi surtout, car moi je ne puis qu'être suspendu à ce que tu vas dire. C'est donc in extremis à une séance de rattrapage que nous allons assister, puisque le thème que tu as choisi pour ton discours de remerciement est, cela vient d'être rappelé, les femmes et la philosophie au lycée, 1890-1930, tu as la parole, et c'est ta dernière chance. Vous m'entendez, je pense. Parce que vous allez devoir me subir pendant 3 quarts d'heure. Je voudrais remercier d'abord Madame la proviseure, le proviseur plutôt. J'ai trouvé qu'il était légitime de faire ce discours de réception dans l'ancien lycée de jeunes filles d'Amiens. Alors Claude l'a rappelé, mais s'est trompé sur un point, j'avais déjà écrit quelque chose sur les femmes pour présenter une exposition au CRDP au Musée national de l'éducation de Rouen avec Jean Housset. J'avais écrit le chapitre concernant l'histoire des femmes. Je voudrais remercier évidemment mes collègues de l'Académie qui ont fait l'honneur de m'élire, je ne sais pas s'ils se sont bien rendus compte de ce qu'ils faisaient, au mois de septembre dernier, et dont certains ont enseigné dans cet établissement, ont été sur en général inspecteurs pédagogiques et parfois même élèves de ce lieu, voire les deux, tellement ils étaient contents d'être dans l'établissement. Vous tous qui êtes présents également, les membres de la famille, les amis, les anciens étudiants et les collègues de mon laboratoire, le CAREF, un de mes doctorants encore en activité, archiviste aussi, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler parce que j'ai beaucoup fréquenté ces lieux en France et en Navarre. Enfin, je voudrais remercier Claude Le Guen, bien entendu, qui a accepté d'être mon répondant. Alors, il ne sait pas à quoi s'attendre, encore que ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il a déjà lu mon texte. Il faut ajouter que c'est en fait la 4e fois que je dois prendre le risque de m'exposer devant lui. En 92, ce fut le DEA de la science d'éducation, sur l'histoire de l'enseignement de la philosophie déjà. Puis, en 96, la thèse à Paris 5, puis l'habilitation à diriger des recherches, enfin aujourd'hui, il ne manquait plus que ça, l'Académie. Alors, je vais essayer de vous faire parcourir un petit peu quelques éléments de cette histoire, à savoir les femmes et la philosophie au lycée. En 1883, rappelez-vous, s'ouvre à Amiens, après Montpellier, qui était le premier de France, en 82, un lycée pour les jeunes filles. Ainsi, il ne faut pas les oublier, qu'un collège à Abbeville, la même année. En revanche, la Troisième République, dans ses débuts,
a jugé bon de ne pas offrir un enseignement de la philosophie aux jeunes filles avant 1924, ni d'ailleurs de latin ou de grec. Je vous expliquerai pourquoi. Or, leur frère, avait accès depuis 1809, donc 80 ans d'écart, à de tels enseignements, notamment en philosophie. Alors, comment expliquer une telle décision? Quelle est sa signification? Quelles conséquences cela entraîne-t-il pour les jeunes filles à Amiens et plus largement dans la Somme? On sera de ce fait amené à s'intéresser non seulement à l'enseignement de la philosophie, mais évidemment à l'organisation même de cet enseignement secondaire féminin. Cette intervention donc, se fonde sur les archives municipales, sur les archives départementales que j'ai été visiter il y a quelques semaines, et nationales, des articles de presse scientifiques de l'époque, même si parfois il faut savoir lire dans les interstices, afin d'y chercher réponse aux questions que l'on peut légitimement se poser. Et on s'en pose. Alors, la question première qu'on va essayer d'examiner, c'est est-ce qu'il faut autoriser ou interdire la philosophie aux jeunes filles? Et oui, c'est un vrai problème. Alors, quelques éléments d'information d'abord sur les établissements publics et privés, parce qu'on les oublie toujours, vous verrez pourquoi. Dans la Somme, ils sont quand même préalablement nécessaires. Je sais que vous êtes tous tout à fait au parfum de toutes ces questions-là, mais enfin, quelques rappels peuvent vous servir. Rappelons que le diplôme national de ces établissements n'est pas le baccalauréat, quand même. Mais le diplôme, et le mot est extrêmement intéressant, c'est le diplôme de fin d'études secondaires, de fin d'études, qui ne permet pas d'entrer en faculté. La présence éventuelle de l'enseignement de la philosophie est donc posée. Car si vous faites de la philosophie, c'est la faculté auquel vous pouvez accéder. Alors, quels sont ces établissements publics qui existent dans la Somme? Après, on parlera des privés. Eh bien, un décret du président de la République, Jules Grévy, et du ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, crée à Amiens, en accord avec la municipalité de l'époque, pour partager les frais, parce que ce n'était pas uniquement l'État qui payait. Le lycée national, c'est son nom, de jeunes filles, le 28 juillet 1883. Il s'agit d'un externat et d'une demi-pension payante, comme le second degré masculin, réservé à une classe aisée, alors ça coûte environ 1000 francs par an. Pour l'internat complet était assuré par une pension privée. À l'époque, un professeur gagne entre 1200 et 4000 francs par an. Donc vous voyez, c'était un quart d'un salaire d'un professeur en haut de sa carrière. La directrice est bachelière, ce qui est aussi étonnant puisqu'elle ne peut pas le passer. Donc elle s'est débrouillée autrement. Et licenciée sciences, ce qui va poser un problème pour la philosophie, vous allez voir. Le lycée ouvre ses portes dans des locaux provisoires, rue d'Alger, et accueille 80 élèves en 1884. Le lycée d'Amiens fut officiellement inauguré en 1887 dans les locaux ici présents, où vous êtes, locaux tout neufs, bâtis d'ailleurs par l'architecte du cirque d'Amiens, qui est plus près, Émile Riquier. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres établissements dans la Somme, dans le public et dans le privé. Alors, un autre établissement public pour jeunes filles est créé à Abbeville, la même année, le 4 septembre 1883. En 1884, il accueille 31 élèves en secondaire. Mais alors attention, ce n'est pas un lycée, c'est un collège municipal. Un peu avant la guerre, il existe un autre établissement qui a été créé vers 1914, un peu avant 1914. Donc il y a un troisième établissement pour jeunes filles qui ouvre ses portes à Péronne. Et donc, c'est le collège Béranger. Il accueille en 1911 39 élèves, mais lui s'arrête en troisième année. Alors qu'il y a 6 ans à l'époque de scolarité, donc il ne permet pas de passer le diplôme. Ces deux collèges sont entièrement à la charge des communes
à la différence du lycée, qui ne l'est que partiellement, à peu près 50%. Seul le lycée national d'Amiens dispose d'un plan d'études complet et prépare donc en 5 ans, puis 6 ans, au diplôme de fin d'études secondaires. Les 2 autres établissements préparent au certificat de fin d'études secondaires, qui est l'équivalent du brevet élémentaire, mais pas de finalité professionnelle. L'objectif de cette création est très clairement rappelé lors de la première distribution des prix de 1884, qui a eu lieu dans ce lieu, par le professeur de philosophie du lycée d'Amiens, de Garçon, par ailleurs professeur de morale dans l'établissement, qui s'appelle Lucien Lévy-Brul, qui se trouve chargé du discours. Alors que dit Lucien? Il était marqué Lévy, alors longtemps je me suis demandé qui c'était, puis en fait j'ai découvert que c'était le grand Lucien Lévy-Brul. C'est donc non seulement, dit-il, pour répondre aux instructions meilleures que les lycées ont été créés, mais surtout pour donner aux jeunes filles une éducation plus haute, ayant comme base le sentiment du devoir, pas oublier, sentiment du devoir, la responsabilité personnelle, l'honnêteté, l'amour de la patrie française. Il n'y a pas d'élèves attardés dans cet établissement. De ces élèves qu'on traîne de classe en classe, qui ne font rien. Vous voyez, la réussite éducative, c'est quand même limité. Il n'y a pas d'élèves révoltés, pas de mauvaise nature. Et la directrice le précisait, la femme sera gardienne, sérieuse, de l'honneur de son foyer domestique. Et le préfet, qui intervient aussi, rappelle que cette création n'allait pas de soi, qu'il a fallu vaincre des préjugés, rétablir l'égalité homme-femme, pour faire non pas des révolutionnaires, on est sur la Troisième République hein, quand même, mais des compagnes intellectuelles de leur mari. Il faut savoir parler dans les salons. Nous ne poursuivons qu'un seul but, former des femmes honnêtes, instruites et patriotes. Alors qu'en est-il du côté des établissements privés? Donc à Amiens, en fait, il y a essentiellement une congrégation religieuse qui a organisé quelque chose dans ce domaine, c'est le Sacré-Cœur. La congrégation du Sacré-Cœur, qui est fondée à Amiens en 1801, justement, est influencée par les jésuites qui sont un peu partout, et là, au Sacré-Cœur, ils le sont. Comme dans le lycée public, la pension était payante, et à peu près du même tarif, 1000 francs. Seule différence, c'est que vous étiez obligé d'être pensionnaire. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait couvent. Par ailleurs, il y aura une deuxième sorte de classe gratuite. Donc il y a du payant et des gratuites au Sacré-Cœur. Plus élémentaire, pour les filles des pauvres, où on leur apprendra, je cite, les avantages et les mérites de la pauvreté. Il semble que le pensionnat des Ursulines, alors j'avoue, je n'ai pas pu trouver d'informations, a également un enseignement secondaire pour jeunes filles aisées depuis 1817. Il existe aussi des pensionnats privés tenus par des laïcs, en lien avec le lycée de jeunes filles et qui lui servent d'internat. Toutefois, il n'y a pas de cours dans ces pensionnats. Les cours ont lieu au lycée de jeunes filles ou dans les pensionnats privés. Ils servent ainsi de lieu d'hébergement et de répétition des différents enseignements, voire offrent un complément en langue étrangère ou un enseignement moderne. Il y a une éducation morale, savoir vivre, l'instruction religieuse et la conduite aux offices est prévue. Mais ils sont laïcs. C'est-à-dire pas dirigés par des religieux. On donne aussi des leçons de piano, bon, bref, tout ce qui est nécessaire à l'éducation d'une jeune fille y est offert. Au lycée de jeune fille, il y avait aussi des leçons de piano, hein, pour ceux qui le voulaient, et de danse. Payantes en plus du reste. Un certain nombre d'élèves du lycée donc, sont ainsi pensionnaires au 41 rue Saint-Lucien, dans cet établissement tenu par l'ancienne directrice de la pension de Boulan, c'est-à-dire Montalembert aujourd'hui. Et puis,
en a une autre qui existe rue Laurendeau, où le lycée de jeunes filles, dans un premier temps, s'est trouvé. Il y a donc une véritable porosité entre le lycée public et les pensions privées, et des objectifs, en définitive, assez semblables. Sauf que l'un est laïque, n'ignorant pas la dimension religieuse, puisqu'un aumônier est vite présent dans le lycée public. Tandis que l'autre a clairement une orientation religieuse, tout en étant tenu par des laïcs. Donc les choses sont complexes, il faut éviter les simplifications qui n'auraient pas lieu d'être. Alors qu'est-ce qu'on a enseigné dans ces établissements qui, sauf exception, ne préparent pas au bac? Alors je dirais qu'il faut chercher le baccalauréat interdit. Le plan d'études des lycées publics de jeunes filles a été défini à la fois par la loi et par la réglementation qui a suivi. Or, à la différence des lycées de garçons qui sont institués en 1802, ce plan d'études ne comporte ni enseignement du latin, ni du grec, ni de la philosophie. Alors quelle est la conséquence? Elle est immédiate. Les jeunes filles ne peuvent ni préparer le baccalauréat, ni entrer à l'université, puisque jusqu'au 20 septembre 1920, pour se présenter à la licence, il faut faire une version latine. Dans toutes les disciplines de l'université, sauf les sciences, mais à l'époque, les sciences, c'est vraiment pas calme. Hein. Et je vous rappelle qu'au début, pour faire Polytechnique, il n'y avait pas besoin du bac. Il faut se rappeler des choses comme ça. Il faut enfin se rappeler que le nombre de bacheliers pour l'ensemble des académies, hors Strasbourg, qui n'est plus en France à l'époque, est très réduit. 1% d'une classe d'âge environ obtient le baccalauréat. Aujourd'hui, c'est 80%. Donc, vous voyez une petite différence. C'est encore 5% en 1950, 20% en 1980. Donc, en 1881, on a exactement 6835 reçus en France. 2 fois moins qu'en Picardie aujourd'hui. Donc 3000, presque 4000 en philosophie. Soit 0,6% d'une classe d'âge pour le bac général. Les autres, c'est le bac de mathématiques élémentaires. Alors il n'est pas possible, je ne peux pas vous dire combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes qui l'ont obtenu, parce que les statistiques ne le disent pas. Donc il faudrait regarder toutes les listes nationales. Donc là, je vous embauche, si vous voulez, pour une étude participative pour aller voir toutes ces listes. L'accès à l'enseignement de la philosophie est donc ultra élitiste. Obtenir le baccalauréat était donc bien le signe d'appartenance à l'élite sociale et à toutes les fonctions de responsabilité existantes dans la société. C'est à l'époque une affaire d'hommes. Sauf dans les congrégations religieuses, où l'on peut exercer des fonctions de gouvernement. On peut devenir maire supérieur, supérieur général. Et on ne peut pas devenir responsable d'université lorsqu'on est femme. Néanmoins, le baccalauréat qui était redéfini en 1880 et qui comporte désormais une composition en français et non plus en latin, car normalement c'était en latin au départ, n'est donc pas depuis sa création en 1802, juridiquement interdit aux jeunes filles. Ça, c'est important. Les jeunes filles peuvent le passer, mais il faut qu'elles se débrouillent. Par leurs propres moyens ou grâce à l'aide d'un précepteur. Et le nombre de candidats qu'on a pu essayer de repérer est infime en France. Une trentaine, semble-t-il. Enfin, les statistiques, c'est vraiment approximatif à cause de ces problèmes-là. En 1890, 100 en 1909. Il faut donc souligner, moi je crois qu'il faut souligner ça et se le rappeler, leur courage et leur volonté de dépasser les préjugés sociaux largement partagés par la classe politique. La première bachelière qui a donné son nom à un lycée professionnel à Laon, vous la connaissez certainement, c'est Julie Daubier, qui a réussi à obtenir de passer son baccalauréat à l'âge de 37 ans. Après 3 refus de la Sorbonne, elle a pu le passer à Lyon. Et 20 ans plus tard, elle a pu accéder à la licence ès lettres. Et pas par incompétence, mais toujours par des obstacles
Non, on ne peut pas, non, c'est pas le moment. Enfin bon, et juridiquement, c'était pas interdit. Amiens, on prend son temps, on réfléchit en Picardie, hein, vous savez. Donc il faudra attendre un peu plus. La première bachelière du lycée de jeunes filles, ici là, a été reçue en 1909. Il s'agit de Gabrielle Keffard, la même année que Marie-Louise Duval, reçue au baccalauréat moins prestigieux de mathématiques. Mais il faut souligner qu'en 1897, il y avait une autre candidate qui avait été reçue, mais au bac moderne, Mademoiselle Bertrand, et qui en 1907 va repasser le baccalauréat général en mathématiques, et donc avec un enseignement réduit de philosophie. En 1911, 3 élèves du lycée obtiennent à leur tour le baccalauréat de philosophie. Il faut souligner que depuis 1909, alors pourquoi il y en a plus, progressivement un peu plus, parce qu'en 1909, qu'est-ce qui se passe? Le ministère autorise la création d'un cours spécial de philosophie dans les lycées de jeunes filles, payant en plus du reste, et de latin aussi, payant en plus du reste. Donc le ministère autorise ça. Et à Amiens, ils se saisissent de cette possibilité dès cette date. Qu'est-ce qui se passe en effet? Là, il y a une pression qui est de plus en plus grande de la part des parents et des jeunes filles, afin de pouvoir entrer en faculté, même si certaines préfèrent préparer le brevet supérieur ou le brevet élémentaire. Or, dans ce dernier cas, ce n'est pas la fonction de ce type d'établissement. Le lycée de jeunes filles ne prépare pas au brevet élémentaire, comme le rapporte le recteur de Lille au maire d'Alville en 1884. L'enseignement secondaire devrait être dénaturé par l'application de programmes qui lui sont étrangers, et surtout que les cours de l'enseignement secondaire suffisent largement à la préparation au brevet élémentaire, au brevet supérieur. Donc ce n'est pas la peine de créer des cours de rattrapage, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'on va enseigner? Est-ce qu'on va enseigner la philosophie ou la morale? Eh bien, comme toujours, on est dans l'ambiguïté. La décision de création d'un enseignement de morale, qui représente une petite partie du cours de philosophie, donc c'est quand même de la philosophie, mais de la philosophie en tarif réduit. Ben oui, les femmes, vous comprenez, il ne faut pas trop leur en donner. Puis la morale, ça correspond mieux à ce qu'elles doivent faire pour éduquer les enfants. Donc ça a été pris non sans difficulté, comme le montrent les débats au moment du vote de la loi et lors de la séance du Conseil supérieur de l'instruction publique. 3 options, en effet, ont été l'objet de discussions au Parlement, enfin au Sénat, puisque c'est le lieu important à l'époque, et puis au Conseil supérieur. Donc certains proposaient, et Camissé, qui était le promoteur de l'enseignement des jeunes filles, proposait un programme de philosophie identique au lycée de garçons. L'absence, deuxième solution, l'absence de tout enseignement de la philosophie. Et puis la troisième, c'était une solution intermédiaire, un programme de morale, et c'est ce qui sera finalement retenu. Le député républicain initiateur du projet, Camissé, avait prévu initialement que le programme d'enseignement de la philosophie donc, serait le même que celui des garçons, à savoir le programme de 1880. Il estimait que pour détacher les jeunes filles de l'emprise de l'Église catholique, parce que c'était ça le problème derrière, il fallait leur donner un enseignement qui leur offrirait un recul suffisant et leur permettrait d'accéder à une morale indépendante de toute croyance religieuse, morale laïque et républicaine. En revanche, il ne prévoyait pas qu'elle puisse passer le baccalauréat. Camissé ne prévoyait pas le bac pour elle. Il estimait en effet que leur rôle, et il était bien fils de son temps, était essentiellement d'ordre domestique et éducatif, voire de soutien de leur mari. Cela étant, il leur ouvrait la possibilité d'entrer en faculté, vous voyez l'ambiguïté du système, et l'accès à des professions supérieures. Alors il va se heurter à une telle opposition qu'il dut, pour sauvegarder son projet, adopter une position de repli et de compromis. Et il dit ceci: il faut choisir ce qui peut leur être le plus utile.
insister sur ce qui convient, le lieu à la nature de leur esprit et à leurs futures conditions de mère de famille. Et les dispenser de certaines études pour faire place aux travaux et aux occupations de leur sexe. Les langues mortes sont exclues. Le cours de philosophie est réduit au cours de morale. Et c'est bien de la philosophie dans son esprit. Et l'enseignement scientifique est rendu plus élémentaire. La loi Camissé ouvre ainsi pour la première fois l'enseignement secondaire public aux filles, mais de façon restreinte. Mais rien n'était encore gagné. Car il y a les enseignants qui siègent au Conseil supérieur de l'éducation qui vont se prononcer. Enfin, de l'instruction publique, comme on disait à l'époque. Il fallait franchir l'épreuve du Conseil supérieur d'instruction publique afin de définir le programme. Quel était ce programme de morale? En effet, certains de ces membres souhaitaient, purement et simplement, qui sont tous des enseignants, cette fois, ils souhaitaient purement et simplement interdire tout enseignement de la philosophie, même sous une forme réduite à la morale. C'était comme il apparaît lors de la discussion du projet par le Conseil, le 21 juillet 1882. Je cite, « Les connaissances comprises dans ce mot sont déjà implicitement renfermées dans l'instruction morale, dans l'histoire ou dans l'histoire littéraire. » Donc pas la peine de rajouter une discipline supplémentaire. Jules Simon, grand républicain, va plus loin encore dans l'opposition et s'insurge même contre le programme de morale pratique qui consiste dans l'étude des grands systèmes de morale. Il le trouve insensé pour les jeunes filles. On en fera, dit-il, des ergoteuses, des discuteuses, des femmes ingouvernables. Je ne ferai pas commentaire. En définitive, les responsables politiques et ministériels s'accordent, certes pour mieux former les filles des classes aisées, c'est pas populaire du tout, et leur donner un solide bagage intellectuel et de compréhension du monde, et dans le cadre de leur statut d'épouse et de mère. Donc il s'agit avant tout de former des jeunes filles capables de répondre aux besoins de son mari et de leurs enfants. Voilà le point essentiel. L'enseignement public comme l'enseignement privé sont au fond d'accord. Ils incitent pour l'essentiel à la femme la mission de se préparer au mieux au mariage et à l'éducation des enfants. Il n'y a, on peut dire, pas de différence essentielle sur ce point. En revanche, l'un est laïque, l'autre pas. Mais attention, laïcité ne signifie pas anti-religion, car il y a bien un aumônier sur place. Et au XXe siècle, l'aumônier du lycée, ça va être du lycée de jeunes filles, ça va être assez amusant. Ça va être le directeur du diocésain d'enseignement privé. Organiste par ailleurs dans la cathédrale, c'est celui qui a démonté l'orgue lorsqu'il y a eu la guerre. Et donc, fonction rémunérée par l'État et qui figure au palmarès. Vous regardez le palmarès de jeunes filles, il y a instruction religieuse, avec prix, premier prix, deuxième prix, etc. Donc ça fait au lycée de jeunes filles d'Amiens et d'Aville. Alors ça s'est fait en fait avec la complicité de l'évêque. Quand vous regardez de près l'évêque Monseigneur Tizien, Léon Tizien, car il essayait car en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le lycée de jeunes filles voulait éviter la concurrence du Sacré-Cœur. Donc en mettant un aumônier, soutenu par l'évêque républicain Tizien, eh bien, il contrait ces congrégations qui n'étaient pas sous la coupe de l'évêque. Donc vous voyez, les choses sont relativement compliquées. Mais il est clair que pour le lycée de jeunes filles, il s'agit d'éloigner une partie, dans la mesure du possible, des jeunes filles de la petite et moyenne bourgeoisie, de l'influence de l'Église catholique. C'est François Maillard qui l'a montré. En effet, le profil des élèves est sans appel. Dans les lycées publics, c'est un niveau inférieur au lycée privé.
ils recrutent en fait dans la moyenne et la petite bourgeoisie. Alors que lorsque vous êtes membre des professions libérales ou de la noblesse, bien vous allez au Sacré-Cœur. Donc le clivage se fait autour de cela. Et par exemple, si vous avez de nom, vous devez la connaître, Simone de Beauvoir, elle n'est pas d'Amiens, excusez-moi, je sors de mon localisme. Simone de Beauvoir, qui n'est pas d'Amiens, eh bien, mais de petite noblesse. Vous oubliez que c'est Simone de Beauvoir de je ne sais plus, mais, eh bien, elle faisait ses études au cours Désir. Et cours Désir, c'est bien un établissement d'orientation religieuse. Et elle le fait jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Donc il s'agit finalement de nuances entre les deux types d'établissements, mais en aucun cas d'établissement populaire. Car les élèves de milieu populaire préfèrent des cours complémentaires ou les écoles primaires supérieures. Alors qu'est-ce que c'est que cet enseignement de morale? Est-ce que vous avez envie de le savoir? Pour l'instant, vous ne savez pas encore grand-chose. La quasi-totalité des jeunes filles n'a donc pas de droit à l'enseignement de la philosophie, puisqu'elles préparent le bien dénommé diplôme de fin d'études secondaires. La loi de 1880 inscrit dans leur programme cet enseignement de la morale. Alors, c'est un enseignement en fait ambigu qui est une partie tronquée du programme d'enseignement de la philosophie. Car ce programme de philosophie est beaucoup plus vaste que l'enseignement de la morale. Il comprend la morale, évidemment, la psychologie, la logique, la métaphysique, la théodicée, des notions d'économie politique. Ça, c'est pour le descendant de Madame Lucie Prenant, présente dans cette salle. Et puis, des auteurs de philosophie. L'enseignement de la philosophie est très différent. Il donne accès aux humanités modernes, langue vivante, pas ancienne, littérature et sciences. Donc c'est pour elle un signe de distinction sociale par rapport à l'école primaire, fut-elle supérieure. Alors ce programme de morale, en quoi consiste-t-il? D'abord, 1 heure par semaine, dans les classes de 3e, 4e et 5e, puis ultérieurement, quand la 6e année sacrée également. L'arrêté du 28 juillet 1982 précise que le cours de morale ne sera pas fait uniquement sous forme didactique. Le professeur y mêlera de nombreux exemples et récits. Donc on va raconter des histoires morales en partie. Il s'agit en effet d'étudier des questions de morale individuelle ou sociale, par exemple le devoir civique, la pensée de certains grands auteurs, évidemment de Kant, qui est le grand philosophe de l'époque, mais également des éléments de psychologie appliqués à l'éducation. N'oubliez pas que le seul débouché professionnel de ces lycées, c'est de devenir professeur de lycée de jeunes filles. Et la réforme de 1897 maintient dans ses grandes lignes la répartition entre la 3e, 4e et 5e année, à ceci près que l'enseignement de la psychologie appliqué à la morale et à l'éducation et bénéficie maintenant de 2 heures de cours en classe de 5e. Enfin, en 5e année plutôt. Et donc, progressivement, alors regardons un petit peu concrètement, j'essaie d'entrer dans le concret de ce qui s'est passé. J'ai trouvé quelques exemples de sujets de devoir de morale proposés par mademoiselle Géraud. Il faut les citer, le nom, qui enseigne cette discipline au lycée d'Amiens en 1891. Ça peut éclairer le débat. En 6e année, voici ce qu'elle propose comme devoir. Qu'entend-on par le sens moral, tandis que celui de 5e année est le suivant. Être bon aux méchants, c'est être sot. Laissons donc les sots, le savoir à son prix. Quant à la 4e année, voici le sujet, la prospérité fait peu d'amis et beaucoup de courtisans. La 3e année demande de traiter le sujet suivant. Si vous voulez être aimé, soyez aimable. Alors, qui enseigne cette morale? Parce que c'est un problème. Parce qu'au début, il n'y a pas de femme prof de morale possible.
Les enseignants de matière générale peuvent accéder maintenant au professorat si elles sont agrégées. Or, l'école normale supérieure, qui s'appelle SEM au plus tard, a été créée en 1881, en même temps par Camusset. Donc, il y a peu de femmes agrégées dans ce domaine. Alors, elles peuvent être aussi titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles. C'est le niveau en dessous. Il est recommandé que la directrice fasse l'enseignement de la morale. Ça ressemble beaucoup aux écoles normales, où c'était la directrice qui faisait le cours. Or, à Amiens, pas de chance. Madame Bertrand, la directrice, est licenciée et sciences, je vous ai dit. Elle ne peut donc enseigner le cours de morale. Elle n'a pas les compétences. Et donc, qui va l'enseigner? Un ancien de la rue d'Ulm, premier agrégé de philosophie de 1879, le fameux Lucien Lévy-Brune, qui est professeur au lycée de Garçon et qui exerce cette fonction en plus d'un cours de morale à l'école normale d'instituteur. Ce qui lui fait un traitement très important, puisqu'il cumule les trois fonctions. En 1895, après l'agrégé René Lemaire, toujours un homme, c'est Maurice Bisson, mort en 1915 au Champ d'Honneur, agrégé 1894, ancien de l'ENS, qui est nommé. Amiens, c'est un lieu de passage d'anciens de l'ENS, souvent, qui ensuite poursuivent leur carrière ailleurs. Il reste 2-3 ans au maximum. Mais ceux-ci, parfois, des professeurs de lettres du lycée de jeunes filles. Pourquoi? En 1885, 2 agrégations sont créées, une de lettres et une de sciences. Et dans celle de sciences, il existe une épreuve de morale. Donc vous voyez, ça a été bien fait comme système. Donc la prof de lettres peut enseigner le cours de morale, mais elle n'est pas philosophe de formation. Dans les collèges communaux, c'est le niveau en dessous, à savoir que ce sont des licenciés lettres qui enseignent la morale. Ainsi, au collège d'Abbeville, Courbet d'Abbeville, Madame Andru, licenciée lettres, professeur de philosophie. Alors, que se passe-t-il dans les établissements privés, puisqu'on en a parlé un peu? Les établissements privés ont une caractéristique, c'est qu'ils ne peuvent pas préparer au diplôme de fin d'études secondaires, qui est réservé au lycée public de jeunes filles. Alors il n'y a plus qu'une solution, et là encore c'est le paradoxe, c'est de préparer les jeunes filles au baccalauréat. Et donc les premières jeunes filles qui vont avoir le baccalauréat sont la plupart du temps dans des lycées privés. Et donc, par exemple, alors reste un problème. Et donc ça, ils le font dès 1884. Au Sacré-Cœur, par exemple, ils vont changer leur plan d'études dès 1869 en incluant dans ce plan d'études un programme de philosophie qui n'existe pas dans l'enseignement public. Seulement, il y a un petit problème. C'est de concilier, là encore, vous voyez, le système est toujours ambigu. Il faut concilier les exigences de l'université, parce qu'elle se présente devant un jury de faculté, comme c'est le cas à l'époque, et puis celle de l'Église catholique. Eh oui, quand vous êtes dans un lycée privé. Or, il ne faut pas oublier qu'en 1864, le pape Pie IX a condamné les velléités de le modernisme, à savoir le socialisme, l'indifférentisme, le libéralisme, le rationalisme, enfin tout y passe. On comprend donc dans ce cas qu'il va falloir qu'elles vont devoir jouer très finement entre les exigences de leur congrégation et puis les exigences de l'université. Voilà un peu la situation dans les lycées de jeunes filles, publics et privés, au XIXe siècle. Alors, comment les choses ont-elles évolué? C'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Au début du XXe siècle, est marqué par une évolution progressive du statut de la femme et de leur volonté d'exercer des professions de cadre dans la société. Ainsi, dans la Somme, il y a eu une première femme médecin au début des 1900 qui est décédée il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années, je crois. La première femme avocate, c'est Madame Gorée-Prieur. Certains connaissent peut-être le nom. Des mouvements militants s'appuyant sur les États-Unis, les suffragettes, réclament le droit de vote.
La période de la Première Guerre mondiale a aussi été décisive dans cette évolution. Pourquoi? Ben, les femmes remplacent les hommes. Et, scandale de scandale, mais on accepte les choses, certaines ont enseigné dans les lycées de garçons. Et oui, les agrégés étaient partis faire la guerre. Et se faire tuer. Aussi, la question du baccalauréat de l'enseignement de la philosophie revient-il à l'ordre du jour? Alors, la question, c'est de savoir quel est l'objectif du lycée, finalement, au début du XXe siècle. Alors, il y a un point important dont il faut prendre conscience, c'est que le succès des collèges et des lycées de jeunes filles a été très rapide. En 1913, ils accueillent 33 000 élèves sur toute la France. En 1939, ils sont à près de 80 000. Or, pendant le même temps, les lycées de garçons stagnent. En fin 19e, ils n'avaient que 51 000 élèves, moins que les établissements privés, qui en avaient 61 000. Et ça va se poursuivre de cette manière-là. Donc, cette croissance des lycées de jeunes filles a des effets non négligeables au niveau du baccalauréat. À la session de 1913, on sait qu'il y a 346 filles qui obtiennent le bac, au lieu de 30 dans les années 90, comme je vous ai dit. Elles sont très rapidement, 3 ans après, en 1916, elles sont 685. Donc, un doublement. En 1925, alors que le décret Bérard n'est pas encore vraiment mis en application, celui qui va assimiler les deux enseignements, elles sont presque 2000. C'est-à-dire presque 20% du total des bacheliers. Donc en 20 ans, vous voyez une progression extrêmement importante. Alors à Amiens, on prend toujours le temps de réfléchir. Vous voyez, il y a toute une méditation longue. Donc en revanche à Amiens, on se contente de 3 candidates admissibles à l'examen en série B en 1916 pour 50 garçons. Il y en a 0 en série A, c'est-à-dire la philo, ou en série C, les maths. La demande sociale est certes très forte, mais elle n'a pas encore frappé la ville d'Amiens totalement. Les élèves qui ont tenu le bac, souvent, l'ont lu à Paris ou à Lille. Si nationalement la demande est forte, l'affaire est donc dans un premier temps mal engagée à Amiens. Regardez ce qui se passe. Tout simplement, le ministère constate que le nombre d'élèves est insuffisant. En 1891, le lycée accueille 113 élèves dans les sections secondaires. Et seulement 9 élèves dans la dernière année, c'est-à-dire celles qui préparent au diplôme. La directrice, qui fait son rapport tous les 3 mois au ministère, est rassurante, tout va bien, monsieur le ministre, vraiment c'est bien. La situation, dit-elle, du lycée est aussi bonne que possible. Le ministre n'est pas totalement ignorant, il ne l'entend pas ainsi. En effet, en 1900, il demande à la directrice de supprimer, de réduire les dépenses, ça coûte trop cher, et pour 9 élèves, il trouve que c'est beaucoup, et de supprimer tout simplement la dernière année. Alors, réaction de la directrice, mademoiselle Mel, qui défend avec acharnement son établissement, estime en réponse au recteur, dans son rapport de début 1900, que le grand risque est de transformer le lycée en un lieu de préparation au brevet élémentaire et supérieur, puisque c'est le souhait des familles de classe moyenne. Alors, ce n'est pas l'objectif de l'établissement. Les faits seraient déplorables, dit-elle. Le motif d'économie sera difficilement accepté comme suffisant. Et le lycée paraîtra amoindri. Or, précise-t-elle, dans ce même rapport, ce qui donne au lycée une supériorité incontestée sur les établissements congrégalistes, donc on retrouve les problèmes de concurrence, c'est la 6e année. Déjà, quelques familles abandonnent les couvents et cherchent de bonnes pensions
laïque, il est difficile d'en trouver. Il arrivera qu'elles seront forcées de placer leurs enfants chez nous. Alors ça dit, attendez un peu, la concurrence va jouer dans notre faveur. Les anciennes élèves se mobilisent et s'organisent en association. En 1895, elles créent l'association amicale des anciennes élèves du lycée de jeunes filles d'Amiens, reconnue du titre du public en plus, comme l'Académie d'Amiens, en 1929, et qui publie un bulletin trimestriel que vous pouvez lire aux archives. La dernière année, finalement, est suspendue, mais pour très peu de temps. En effet, les effectifs augmentent rapidement. En 1903, il accueille 161 élèves, dont 19 en dernière année, donc on est passé de 9 à 19. Il faut signer qu'au lycée de garçons, en classe de philo, il n'y en a guère davantage, il n'y en a que 22. Donc l'argument des économies devient difficile à tenir. Au collège d'Anneville, en 1910, 13 élèves en 6e année, puisque cette fois il y a la 6e année, alors que le collège de garçons n'en a que 22 également, toujours en classe de philo. Alors du côté de l'enseignement privé, eh bien, on va renforcer. Donc on a compris que la concurrence allait jouer. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée un nouvel établissement. Du côté de l'enseignement privé, en 1919, dans l'ancien établissement des frères, les frères ont été expulsés en 1904, eh bien, un nouveau cours secondaire de jeunes filles est créé, donc rue du Cange, sous la direction de Madeleine Danielou, qui va organiser tout un enseignement pour les jeunes filles. Dans un local, là aussi c'est assez amusant, qui était jusqu'à présent loué au lycée de jeunes filles. Alors, tout ça va provoquer aussi une transformation dans le recrutement des enseignants. On va avoir des femmes agrégées. Une partie des hommes estiment que les choses ont changé, que le pouvoir en matière de l'enseignement de la philosophie doit se modifier. Donc des philosophes prestigieux comme Bergson ou Brunswick estiment qu'il ne faut pas empêcher les femmes d'accéder aux mêmes examens et concours que les hommes. Donc il ne faut pas créer une agrégation pour femmes. Il faut qu'elles puissent passer l'agrégation ordinaire, si je puis dire. En 1914, un certain nombre de jeunes femmes agrégées ont été amenées à remplacer leurs homologues masculins et ont enseigné dans les lycées de garçons, où parfois des filles ont pu accéder même. Il y a eu un très bref moment de sorte de mixité dans les sections de philo des lycées de garçons. D'où les propos tenus par le général de la place d'Amiens. Si un général dit ça, c'est que ça ne peut être fondé. Amiens était une place militaire importante à l'époque, et il présidait la distribution des prix de 1919. On est après la guerre. Alors que dit-il, ce général? Il déclare ceci: il serait injuste maintenant de reléguer les femmes à son rôle de maîtresse de maison, alors qu'elle remplace les chefs de famille mobilisés. Elle a joué un rôle de son instruction, elle doit prendre part au relèvement de la France. Donc, reconnaissance du rôle social des femmes. Au niveau national, eh bien, les choses changent aussi, puisqu'il y a une première femme agrégée qui est reçue en 1905. Donc, elle a dû se débrouiller pour avoir le bac. Il n'y avait pas de section complémentaire dans les lycées de jeunes filles à l'époque. Elle a été reçue dans le même contingent que celui des hommes, évidemment. C'est Jacques Baudry, qui a été reçu seconde sur 8. Mais, intéressant de remarquer, elle ne fut pas nommée dans une classe de philosophie, mais dans une classe élémentaire de lycée, c'est-à-dire dans le primaire du lycée, tout en étant agrégée. Donc ça l'intérêt vite découragé et elle a abandonné. Il faudra attendre 1920 pour qu'une nouvelle agrégée soit reçue, Lucie Porredan, dont l'arrière-petit-fils est présent dans la salle, nous saluons au passage, qui a été seconde sur 19. Elle enseignera brièvement au lycée Jeanne Hachette de Beauvais. Les années suivantes, il y en aura une ou deux, jusqu'en 1929,
année où on en a reçu 4. Et parmi ces 4, vous avez Simone de Beauvoir. Alors, parfois, on dit que Sartre était classé second, et puis qu'on ne pouvait pas mettre Simone en tête, et donc on a inversé. Bon, là, il faudrait vérifier de plus près. La première femme docteur en philosophie française, il y en a eu d'autres, mais étrangères, c'est Léontine Zanta, qui a soutenu sa thèse en 1914. Mais, curieusement, elle n'accédera jamais à un poste universitaire. Alors, comment les élèves réagissent-elles à cet enseignement? Alors, c'est difficile de le savoir, évidemment. Alors, j'ai essayé de prendre un biais. Vous savez que les chercheurs sont vicieux, donc on leur interdit d'entrer par la porte et passer par la fenêtre. Eh bien, on dispose de quelque chose que vous jetez généreusement dans les poubelles, mais il se trouve qu'on a quelques copies d'élèves qui ont été conservées du lycée de jeunes filles. Alors j'ai pris 2 exemples de devoirs, mais en réduisant évidemment considérablement. Alors d'abord à Amiens, et puis ensuite à Abbeville. Alors le sujet était le suivant. Expliquer cette pensée de Joseph de Maistre dans une lettre à sa fille, l'erreur de certaines femmes est de s'imaginer que pour être distinguées, elles doivent l'être à la manière des hommes. C'est le sujet. Alors comment les élèves prennent-elles ça? Donc à Amiens, 17 candidats au diplôme, 11 ont été reçus, et elles ont obtenu entre 11 et 15. Alors Cécile C, je ne dis pas son nom, a eu 17 sur 20, donc c'est une très bonne copie. Commentaire de la correctrice, composition vivante. Tous les aspects de la question sont envisagés de façon très personnelle, et elle a obtenu le diplôme avec la mention bien, 15 sur 20. Alors voici ce qu'elle écrit. C'est un extrait. C'est pas grossi, hein, vous allez voir, parce que vous pourriez lire le reste, vous pouvez le lire aux archives. Pourquoi admirions-nous toute l'adresse d'une femme qui fait de l'escrime et passe, parce qu'en gros sportif de l'époque, et passerions-nous sous silence celle d'une couturière qui fait des reprises? Il faut se rappeler que chacun a ses attributions en ce monde. Les hommes ont la force, les femmes, la grâce. Que chacun se distingue par ses aptitudes. Les hommes se distinguent par leur intelligence scientifique ou mathématique. Les femmes, qui ne sont pas non plus dépourvues d'intelligence, vous avez vu, c'est intéressant, l'appliquent tout simplement à la méthode d'éducation des enfants et à la continuité du ménage. Dans les deuils, alors que le mari se laisse parfois accabler par le chagrin, la femme doit réagir et répandre autour d'elle le courage et le réconfort. Elle suppliera à la force physique par le courage. Entre paroles, donc note de la correctrice, c'est bien. La femme se distinguera par sa douceur, sa grâce et son bon goût. Et ces 3 qualités ne se conservent que si la femme a toujours pris soin de les cultiver. Alors à Abbeville, que se passe-t-il? Donc il y a 11 candidats, 9 reçus. Vous voyez, c'est relativement facile cet examen. Elles ont entre 10 et 11 un quart. Ça, c'est vraiment une précision, enfin, qui montre une capacité à repérer. Alors, c'est Germaine A. Elle a 11 sur 20. Alors, pour jugement de la correctrice, ne traite qu'une partie de la question, quelques idées justes, présentées dans un certain ordre, style correct et assez facile. Elle a été reçue avec 10 un quart. Alors voici ce qu'elle dit. La femme peut et doit étudier. Bon, c'est pas ce qu'on puisse dire puisqu'elle est au lycée.
Et si son intelligence, moins cultivée en général que celle de l'homme, ne lui permet pas de rechercher les problèmes ardus, du moins sa finesse lui permet plus de pénétration et d'analyse. D'ailleurs, bien dirigée et cultivée, la femme arrive au même résultat que l'homme. Puisque nous voyons des femmes avocats, médecins, même ingénieurs. Mais il faut pourtant admettre que ces femmes-là abandonnent une partie de leur devoir. N'est-il pas question de faire voter les Françaises? Or, la nature féminine ne possède pas les qualités nécessaires à un politique, le sang-froid et le calme. Je ne ferai pas de commentaire. Une femme se distinguera mieux par une instruction moyenne et une bonne éducation, par des manières douces, simples et gracieuses, que par une forte instruction et une allure cavalière et rude. Elle restera à son foyer, c'est là qu'est sa place. Il ne faut donc pas essayer d'imiter les hommes et tâcher, c'est la conclusion de son mémoire, et tâcher de se distinguer à leur manière. Ce qu'il faut, c'est être femme. Alors il faut savoir, il faut lire quand même de près ces copies, parce qu'évidemment il y a le contexte, elles sont obligées de dire des choses, elles veulent réussir leur examen. Donc, on peut nommer dans ces textes une certaine ambiguïté, signe d'une évolution, sont relevées les qualités traditionnelles de la femme au foyer, et en même temps, on note l'exercice de profession possible. On dit que c'est pas bien, mais en fait, elles peuvent le faire. Ou d'activités réservées jusqu'à présent aux hommes. Certes, avec une certaine critique, mais elles sont bien présentes dans le discours. Donc, je pense que c'est le début d'une évolution qui atteint son apogée avec l'assimilation de l'enseignement féminin et masculin. Et ça sera le dernier moment de mon propos, avant que Claude ne proteste. J'ai dépassé le temps. Nous célébrions il y a un an, vous vous souvenez, vous avez tous célébré ça, le centenaire du décret du 25 mars 1924. Vous vous souvenez, hein, qui marque une étape importante pour l'enseignement de la philosophie pour les jeunes femmes. Désormais, toutes celles qui font des études secondaires classiques, une minorité, il ne faut pas l'oublier, accèdent, comme pour les garçons d'ailleurs, accèdent à un enseignement de la philosophie plein et entier, et non plus tronqué. Alors, quels sont les objectifs du ministre? Alors là aussi, c'est très ambigu entre ce que souhaitait le ministre sur la pression sociale et puis ce qui s'est passé, eh bien, il n'aurait peut-être pas été très content. Les programmes et horaires féminins et masculins sont désormais alignés dans l'année du second baccalauréat, puisqu'à l'époque, il y en a deux en première et un en terminale. En revanche, l'enseignement de la couture, n'est-ce pas, Madame André, et de la diction sont présentes jusqu'en classe de première, ainsi que la musique et son histoire. Il y a un prix de musique, il y a un prix de couture, etc. Le décret du 25 mars 24 précise en effet que les lycées de jeunes filles suivront un programme commun de français, de langue vivante, de sciences, d'histoire et de géographie, de dessin. Donc ça, c'est pour un pour toutes. En plus de ce programme commun, les unes étudieront les langues anciennes classiques et seront conduites au baccalauréat, comme leurs frères. Les autres étudieront plus spécialement les matières d'enseignement proprement féminines. Mais les horaires et les programmes ont pu être organisés de telle façon que même celles qui préparent au baccalauréat recevront encore leur part de culture proprement féminine. Donc vous voyez l'ambiguïté du système. Donc la décision du ministre est donc ambiguë, car il maintient le diplôme spécifique. N'oubliez pas qu'il maintient le diplôme de fin d'études secondaires. Mais il offre la possibilité aux jeunes filles qui le souhaitent de préparer le baccalauréat. Alors comment les jeunes filles vont-elles réagir? L'assimilation, c'est comme ça qu'on l'appelle, crée deux sections. L'une qui prépare au bac et l'autre au diplôme. Mais la demande sociale trouble les objectifs du ministre.
En effet, l'objectif des élèves est désormais majoritairement préparé au baccalauréat, ce que ne voulait pas le ministre. En premier lieu, celui de philosophie, secondairement de mathématiques élémentaires. Le diplôme entre, le fameux diplôme, va entrer rapidement des études. Je ne sais même pas si on l'a supprimé officiellement un jour. Il est mort. Autrement dit, la demande de scolarisation secondaire s'est imposée à l'administration, qui a pris le temps pour y répondre. Mademoiselle Bell, la directrice de l'époque, a désormais pour tâche d'impulser cette mutation qu'elle va mener à bien jusqu'à son départ à la retraite en 1931. Si en 1924, le diplôme est encore l'examen le plus pratiqué, il y a 14 reçus contre 2 au baccalauréat, donc c'est clair, eh bien les choses changent très vite avec l'unification. En 1927, 15 élèves obtiennent le bac, 9 seulement le diplôme. Donc une obtient les deux, donc la peur, donc sécurité. En 1930, 13 obtiennent le bac contre 5 le diplôme. En revanche, le certain d'études secondaires, donc en 3e année, reste très prisé. 30 élèves l'obtiennent avant qu'elles poursuivent éventuellement leurs études dans la 2e période. Certaines jeunes filles poursuivront de ce fait des études supérieures en sciences, en philosophie. Et dans le palmarès de l'association des jeunes filles, on voit, et elles se réjouissent, que certaines ont obtenu l'école d'infirmière, de sage-femme, le conservatoire, les études de médecine, l'école régionale des beaux-arts, les études de pharmacie, l'ENS de Sèvres. Donc cet appétit pour les diplômes supérieurs a des conséquences sur le recrutement des professeurs. Car maintenant, on va avoir des professeurs formés, agrégés. En 1931, le corps professoral, il y a 17 titulaires au lycée de jeunes filles, est désormais composé uniquement d'agrégés, mais toutes femmes. Seuls 3 chargés de cours de latin ou de grec sont encore professeurs au lycée de garçons. En philosophie, alors la situation est plus contrastée, selon les années. Ainsi, Paul Louis, qui est au lycée de garçons, non, qui n'est pas au lycée de garçons, mais qui est un homme, est en fonction entre 1923 et 1931. En 1931, c'est une femme qui enseigne, Marie-Louise Roussel, qui est co-autrice d'un traité élémentaire de philosophie, qui va exister jusqu'en 1950, et c'est à ma connaissance la première femme qui a rédigé un manuel de philosophie, à l'usage des garçons et des filles, évidemment. Et d'autres vont continuer à pouvoir exercer, d'autres agrégés vont exercer leurs fonctions. Alors, quelle est la philosophie enseignée? Donc, l'assimilation de l'enseignement féminin à l'enseignement masculin entraîne une modification du programme. Ceux-ci vont perdurer jusqu'en 1960. Philosophie, on maintient les choses dans l'état. Les instructions qui définissent le programme, elles, seront en vigueur jusqu'en 2003, si je me souviens bien. Vous voyez ? En classe de philosophie, sur 21 heures de cours, 8h30 sont réservées à l'enseignement de la philosophie, soit 40% de l'horaire. 24% dans la section sciences. L'enseignement traditionnel de la morale et de la psychologie est donc supprimé. En effet, le Conseil supérieur a changé sa position par rapport au XIXe siècle. Voici ce qu'il dit à cette époque-là. On ne saurait considérer comme complet ni comme vraiment secondaire un cours d'études qui, à aucun moment, n'aurait appelé la réflexion des élèves sur elles-mêmes, sur leur propre vie intérieure, ou leur tâche sociale, ou leur destinée morale. Or, cette réflexion, qui ne peut produire ses fruits que dans des esprits de quelque maturité, cette réflexion, qui est la caractéristique et l'honneur de notre enseignement secondaire, c'est la classe de philosophie. On l'entend vous. Les notions de morale et de psychologie appliquées à l'éducation trouveront place dans le cours de philosophie, en y prenant d'ailleurs un caractère et un esprit nouveau.
Donc c'est pas, on fait une autre type de morale, plus théorique, dans cet enseignement. Et le programme de philosophie, je ne vais pas entrer dans le détail évidemment, comporte 3 aspects. Un programme obligatoire qui comporte la psychologie, la logique, la morale, la métaphysique, ou philosophie générale. Un programme option qui comprend la psychologie expérimentale et pathologique, c'est le début de la psychologie, l'esthétique, la logique formelle, la linguistique, la sociologie, un résumé d'histoire de la philosophie, au choix, 3 questions sur 7. Et puis, vous avez les auteurs à expliquer, au moins 1 voire 3, si vous renoncez à la deuxième partie du programme. Ainsi, l'enseignement de la philosophie revêt 2 buts principaux qui resteront en vigueur jusqu'en 2000, au début des années 2000. Synthèse des études antérieures, donc ça veut dire qu'elle s'est fait les mêmes études. C'est ce que nous, on a connu tous. Deuxièmement, armer les jeunes gens. Alors c'est très intéressant dans les instructions, on oublie les jeunes filles. On ne parle jamais de jeunes filles. Ça n'existe pas. C'est peut-être... alors, il faudrait voir, mais c'est pas sûr qu'on ait des traces de ces débats-là. Pourquoi ça a été écrit comme ça? Parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait les jeunes filles qui arment les jeunes gens d'une méthode de pensée qui leur permettra d'exercer leur profession dans une société démocratique. Donc implicitement, ça veut dire qu'on admet aussi que les jeunes filles pourront exercer une profession, même si on ne les nomme pas. L'esprit de la philosophie, c'est la liberté d'opinion du professeur dans la leçon face aux élèves devant qui il faut agir avec tact et prudence afin de les aider, les jeunes gens, à interpréter avec plus de profondeur ce qu'ils savaient déjà. Donc l'idée importante, c'est on n'apporte pas de connaissances nouvelles, on essaie de comprendre le sens des connaissances que l'on a acquises dans les années antérieures. Le temps créateur des élèves, c'est celui de la dissertation. Alors pour terminer, parce que là vous commencez à m'épuiser, je pense, eh bien, vous étiez peut-être présent à Paris le 22 mai 1931, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'était le 50e de l'enseignement secondaire féminin, en présence du ministre Marion Rostand et du recteur Charletti de l'Académie de Paris, qui va donner son nom au stade. Et les descendants de Camille. Dans son discours, la présidente de la Société des agrégés souligna ainsi que désormais les jeunes filles pouvaient accéder aux plus hautes fonctions. C'est le président de la Société des agrégés, eux, car il y a 2 sociétés d'agrégés quand même, pas mélanger les unes et les autres. Bref, l'unification des études secondaires n'est que le juste accomplissement de tout cela. Désormais, le travail féminin est reconnu comme une nécessité. On est donc bien loin de Madame de Maintenon et de Fénelon, qui dit le ministre a exigé des femmes l'obéissance absolue et au raisonnement de leur mari. On le voit, l'évolution est réelle. Contrairement à parfois ce qu'on dit, étudier la place d'enseignement de la philosophie dans l'enseignement des jeunes filles n'est donc pas une simple affaire d'érudition, comme vous pouviez peut-être le penser au point de départ. Qu'est-ce qu'on va encore entendre autour de cette question-là? C'est ainsi que l'évolution progressive, peut-être plus rapide qu'imaginé, de la société et de la place légitime offerte aux jeunes filles et aux femmes au son sein. Elles ont ainsi réussi à s'emparer de ce qui leur était offert et de le faire sien, leur plutôt, en fonction de leurs intérêts et de leurs envies. Certes, aujourd'hui, il reste encore quelques progrès à faire. Alors, ces propos que j'ai tenus sont une esquisse incomplète, faute de temps, mais aussi et surtout faute d'archives. Alors, si vous disposez, je fais de la réclame au passage, il y a une archive dans la salle, profitez-en. Si vous disposez de documents, n'hésitez pas, au lieu de les détruire ou de les conserver dans un grenier, dans une boîte à chaussures poussiéreuse,
en faire don au service d'archives concerné. Les chercheurs, qui ne sont que des passeurs, ils ont besoin de traces pour ainsi nous aider à mieux comprendre un passé qui n'est pas si loin et qui structure notre présent, si cela vous paraît une quelconque utilité. Si vous voulez vivre sans histoire, alors je ne ferai pas de commentaire sur la situation présente, eh bien, il ne faut pas garder de traces. Du moins, est-ce que j'espère avoir accompli aujourd'hui devant vous, en tentant, tant bien que mal, d'exercer pleinement la fonction d'académicien et non plus de professeur, encore que parfois ça laisse des traces, en présentant ce dernier examen de passage, et ça sera mon dernier. Bien, je crois. Ça marche? Je vais le mettre près de toi. Je crois qu'on ne saurait trop remercier Bruno Pousset de nous avoir donc éclairé sur cette question. Oui, je pense que tu as été à récipiscence, mais tu as eu beaucoup de mal à céder ta place. Alors, nous allons faire un pas en arrière historique pour évoquer ce qui a précédé l'institution de ce nouvel enseignement sous la Troisième République triomphante. C'est comme ça qu'on appelle le moment où les républicains ont conquis la République, parce que pendant tout un temps, ils n'étaient pas majoritaires. À savoir donc la mise en place de cours d'enseignement secondaire de jeunes filles. Cela nous permettra de voir quelle a été l'activité et les positions des notables amiénois dès cette époque à ce sujet, c'est-à-dire dès les dernières années du Second Empire, donc avant la République, pas non plus secondaire. On doit l'initiative de ces cours secondaires de jeunes filles à Victor Duruy, un ministre de l'instruction publique tout à fait important et singulier. Victor Duruy n'appartenait pas au personnel politique du Second Empire. Grand historien de la Rome antique et inspecteur général, par la grâce du souverain, il apprend inopinément lors d'une de ses inspections sur le terrain qu'il est appelé à la tête du ministère de l'Instruction publique. Il n'en vient pas, mais il y va. Il doit cette nomination inattendue aux relations personnelles qu'il entretenait avec Napoléon III depuis 1859, et on est en 63 lorsqu'il est nommé, à la faveur des travaux que l'empereur préparait sur l'histoire de Rome et de César, dont Victor Duruy était le spécialiste. Le premier acte ministériel de Victor Duruy fut d'envoyer à l'empereur le programme de ce qu'il envisageait d'impulser dans son ministère. Ça aussi, c'est un peu singulier comme pratique. Il figurait en bonne place, je cite, « organiser l'éducation des filles, car une partie des embarras actuels provient de ce qu'on a laissé cette éducation aux mains de personnes qui ne sont ni de leur temps, ni de leur pays. » C'est-à-dire, pour parler clair, à la discrétion des congrégalistes. De toutes congrégations qui sont non internationales. Ça commence bien. La circulaire du ministère de l'Instruction publique Victor Duruy au recteur en date du 30 octobre 1867, qui lance cette opération des cours secondaires de jeunes filles, ce ne sont pas des lycées, ce ne sont pas des collèges, ce ne sont pas des établissements, ce sont des cours. Que dit-il ?
les cours d'enseignement secondaire de jeunes filles qui s'adressent aux familles aisées ou riches seront nécessairement payants. 15 ou 20 francs or par mois. Le local serait une salle de l'hôtel de ville ou de quelque édifice communal, car cet enseignement devait être établi sous la direction des autorités municipales. Ça, c'est une période de déconcentration, mais même de décentralisation. C'est-à-dire de ceux, les autorités municipales, qui sont les représentants légaux de tous les pères de famille de la cité. Ah, c'est un moment où on ne parle pas des parents d'élèves. C'est une période sérieuse qui est concentrée. C'est une œuvre de persuasion à poursuivre auprès des autorités municipales et des familles. Fin de citation. L'affrontement avec nombre de dirigeants catholiques ne se fait pas attendre sur ce sujet, même s'il est plus complexe qu'on le croit, souvent, et on le verra concrètement pour ce qui concerne Amiens. Rien n'est jamais simple dans l'histoire réelle. Une partie de l'épiscopat, menée par Monseigneur Dupanloup, entre en lutte ouverte contre les initiatives du ministre de l'Instruction publique Victor Duruy, qui n'avait pas hésité à dire, je le rappelle, qu'il était soucieux de ne pas laisser l'éducation de ces jeunes filles aux mains de gens qui ne sont ni de leur temps ni de leur pays. Monseigneur Dupanloup s'insurge en pointant qu'il s'agit de faire passer, je cite, l'enseignement des jeunes filles de 14 à 18 ans des mains des femmes aux mains des hommes. C'est-à-dire des enseignants congrégalistes aux professeurs du secondaire masculin. Et il ajoute, pour faire bonne mesure, car nous avions le sens des métaphores, nous, enfin, certains, qu'il s'agit de faire passer à bas prix, dans les bras de l'université, les jeunes filles élevées sur les genoux de l'Église. L'archevêque de Tours tente de convaincre que la foi et la morale sont mises en péril par la participation à ces cours publics. Dans une lettre réponse à un père de famille, rendue publique et reprise dans le Mémorial d'Amiens, un journal lié à l'évêché d'Amiens. Si, dit l'archevêque, repris dans le mémoire, si vous étiez de ces pères indifférents au danger de voir leurs filles s'affranchir de la modestie et de la réserve qui sont les plus précieux apanages de leur sexe. Si enfin vous étiez capable de supporter qu'elles deviennent des libres penseuses, sans foi, ne croyant plus à la vertu, et tout à fait impropre au devoir intérieur de la famille. Oh, alors, il serait très naturel de les laisser aller à ces cours publics et monter sur les théâtres où l'on décerne des récompenses honorifiques au milieu des applaudissements de la foule. Ces prises de position ne sont pas sans effet. Et on peut le voir à Amiens. Comme le rappelle René Goblet, et moi je rappelle qu'il va bientôt avoir un colloque organisé par mon voisin qui n'arrête pas de faire des colloques. Donc, comme le rappelle René Goblet dans son discours à la distribution des prix du lycée de jeunes filles en 1886, je le cite, « À la porte du cours secondaire de jeunes filles, des curieux attendaient et montraient du doigt celles qui s'y attardaient. » Édouard Beaune, qui enseignait la littérature au cours secondaire de jeunes filles de la ville d'Amiens, évoque quelques années plus tard, je le cite, que des pères de famille qui mettent leurs filles dans les cours secondaires, que des pères de famille imaginèrent, pour déconcerter leurs adversaires, de suivre eux-mêmes les cours. Et si l'on peut dire, de faire à chacune de ces leçons que la calomnie assiégeait, comme un rempart d'honneur. Ah, c'était du boulot d'être père de famille à l'époque. Françoise Meyer, la grande historienne de la création d'enseignement secondaire féminin, que je citais tout à l'heure, note que ce qui fut, je la cite,
que ce qui fut le plus funeste au cours secondaire de jeunes filles fut l'hostilité que déploya le parti clérical. Dans plusieurs villes, on parle de refus d'absolution, de pression sur les professeurs qui pourraient donner des cours. La peur du qu'en dira-t-on empêcha nombre de cours d'ouvrir. D'autres furent efficacement dépeuplés et disparurent rapidement. Les derniers cours, d'ailleurs, ne survécurent guère au ministre Victor Duruy, dont les cléricaux obtinrent le départ à l'été 1869. Fin de citation de l'historien. Victor Duruy avait espéré le public des jeunes filles de la haute société. Il ne l'obtint pas, c'était la même chose pour les lycées, comme tu l'as dit, il ne l'obtint pas, pour l'essentiel, en dépit du soutien de l'impératrice, Eugénie, pourtant fervente catholique, qui envoya ses 2 nièces au cours secondaire de jeunes filles. On considéra comme un succès l'inscription de jeunes filles de la riche bourgeoisie, citation, à Bordeaux, Rouen, Troyes et Amiens. Oui, Amiens. Comme quoi, Amiens n'est pas toujours en retard. C'est une tendance naturelle de dire qu'elle est en retard. Moi, je dis qu'elle est en avance. Alors, je ne sais pas qui a raison. Ça dépend des couples et ça dépend des moments et surtout. L'historienne Françoise Meyer soutient que, compte tenu de l'importance de la propagande religieuse contre les cours secondaires de jeunes filles, un facteur de succès se trouve dans l'existence d'une opinion peu perméable à l'action cléricale. Je dis bien à l'action cléricale, je n'ai pas dit l'action religieuse. Selon Françoise Meyer, si les cours réussissent dans quelques villes, c'est qu'il existe, dit-elle, une opinion éclairée et libérale, c'est-à-dire une fraction du public qui peut être catholique mais n'appartient pas au parti clérical. Elle peut alors être très proche du parti républicain. C'est sans doute le cas à Périgueux, Auxerre et Amiens, conclut-elle. Ah, tu crois au pouvoir personnel? Non, l'évêque d'Amiens. Oui, mais le pouvoir personnel de l'évêque d'Amiens. Bon, enfin, de fait, la propagande religieuse contre le cours secondaire de jeunes filles d'Amiens a bien existé. Le 20 décembre, le journal d'Amiens publie la lettre de félicitations envoyée par l'évêque d'Amiens à celui de Tours, qui se termine par une mise en garde. Par une mise en garde. Donc à ce moment-là, combat commun, à ce moment-là, les deux à ce moment-là. Par une mise en garde adressée aux diocésains qui se sont laissés aller à patronner les cours dénoncés, alors que ces cours secondaires de jeunes filles ont été acclamés par la presse religieuse. Une institution si chaleureusement appuyée par les ennemis notoires de la religion, si unanimement condamnée par les évêques, doit inspirer des défiances, dit l'évêque de l'époque. Pourquoi évêque varie? Dans une lettre pastorale parue dans le mémorial d'Amiens du 22 février 1860, Monseigneur Boudinet, je ne connais que lui, moi, il a duré longtemps, évêque d'Amiens, se réclame de l'autorité du pape, qui vient de bénir tout particulièrement les religieuses qui s'occupent de l'éducation des jeunes filles pour donner l'alerte. Qu'est-ce donc que ces jeunes filles pour être si particulièrement distinguées, dit Boudinet. Mais c'est tout l'avenir de l'Église et de la société. Filles, épouses, mères surtout, elles portent tout dans leur âme. Chrétienne, c'est la religion qui fleurira dans la famille et y fera germer les vertus. Incrédule, c'est Jésus-Christ chassé du foyer domestique, c'est l'indifférence, l'impiété peut-être, chargée d'élever les enfants et de gouverner la famille. Vous dites. En dépit de ces exhortations épiscopales, un cours secondaire de jeunes filles est ouvert à Amiens le 16 décembre 1867.
avec même le soutien de personnalités catholiques notoires, de certaines personnalités catholiques notoires. On peut citer en particulier, j'ai mené mon enquête, nous sommes tous Des enquêteurs. plutôt des policiers. Oui. On peut citer donc, pour leur participation fort active, Wulfran Mollet, président de la Chambre de commerce, Ferdinand Legendre et Charles Labbé, dirigeants de la société industrielle, tous les trois catholiques connus. Et ils sont dans l'affaire. Le lendemain de cette création, le quotidien Le Journal d'Amiens, favorable à cette création, souligne l'importance aussi de la position de la société industrielle. La société industrielle a joué un rôle très important dans cette période. Il convient de rappeler, dit le journal, qu'à son passage à Amiens, Monsieur le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, avait recommandé le projet de cours secondaire de jeunes filles à l'attention de messieurs les membres de la société industrielle. Et on ne s'avance pas beaucoup en ajoutant que l'idée ainsi émise avait paru alors favorablement accueillie. Aussi, comme il était facile de le prévoir, et comme nous aimons à l'espérer, ces cours ont-ils tout d'abord trouvé pour les patronnés les noms les plus considérables et les plus honorés de la ville d'Amiens. Quels sont ces hommes? Il n'y a aucune femme, bien sûr. C'est quelque chose à souligner. Dans l'ordre de présentation, Cornuau, préfet, Saoud-Breuil, procureur général, Davernas, maire d'Amiens, enfin on voit toutes les rues de l'île, on voit toutes les rues d'Amiens. Alexandre, professeur à l'école de médecine, Bénard, président de chambre, Bertrand, inspecteur d'académie, Dauphin père, conseiller à la cour, Dauphin Albert, adjoint au maire, Dossi, avocat, Decailleux, président de la cour impériale, Duflot, président du tribunal civil, Favreau, proviseur du lycée, l'abbé Charles, membre du conseil municipal, Legendre, président de la société industrielle, Aubry, avocat, Thibault, commandant du génie, Mollet-Wulfran, président de la chambre de commerce. Les notables. En publiant les noms et les titres du comité de patronage pour la création du cours secondaire de jeunes filles d'Amiens, le journal d'Amiens du 4 décembre 1867 insiste sur le soutien concret du tribunal de commerce qui a offert une salle pour les cours d'histoire, de littérature, de cosmographie. C'est bien d'avoir une salle. Nous, on a toujours un problème pour savoir où on va siéger et si c'est durable. Un autre facteur de réussite a été la constitution d'une association de professeurs de lycée particulièrement décidée. Les professeurs du lycée d'Amiens, de jeunes gens. René Goblet, à la séance du 25 octobre 1876 du conseil municipal d'Amiens, où il propose la reprise d'un cours secondaire de jeunes filles, rend un hommage appuyé à leur rôle. Je le cite. Déjà, il y a quelques années, un enseignement de cette nature a été organisé grâce à l'initiative de plusieurs professeurs de lycée, encouragés d'ailleurs par des personnes honorables de notre ville d'Amiens. Donc on voit la configuration. Les liens avec la société industrielle sont par ailleurs étroits. Ce n'est pas seulement le soutien des notables dans cette affaire, puisque 3 professeurs sur les 5 qui assureront ces cours pour jeunes filles enseignent aussi à la société industrielle. Monsieur Leleu pour la géographie commerciale, Monsieur Poiré pour les cours de teinture et de chimie sectorielle, Madame Deveau pour l'anglais. Enfin, une femme dans le dispositif. Enfin, c'est pour une langue secondaire, une langue moderne. C'est pas le restaurant. Ces 3 cours secondaires de jeunes filles commencent en décembre 1867 avec 25 élèves. Amiens est la 14e ville de France à le faire. La 14e, c'est pas mal. Le 16 novembre 1868, le prospectus des cours libres d'Amiens indique « Les matières d'enseignement ont été réparties en 2 années. »
mais les programmes ont été conçus de telle sorte que les cours des 2 années forment 2 parties distinctes et indépendantes l'une de l'autre. On est assez prudent pour l'attractivité. Quelques années après la guerre de 1870. Allez, 3 villes seulement, à savoir Paris, Marseille et Bordeaux, ont ordonné les cours en 3 années successives. Amiens fait partie des 6 villes de France ayant 2 années de cours. Ces cours dureront jusqu'à la guerre de 1870 avec des effectifs oscillant entre 30 et 40 élèves. Amiens se situe aux alentours de la 15e place en France à cet égard. Donc nous ne sommes pas mauvais dans une conjoncture particulière où un certain nombre de catholiques sont aussi à la manœuvre avec les autres. Quelques années après la guerre de 1870, René Goblet, qui est alors maire d'Amiens, fait rouvrir le cours secondaire de jeunes filles par décision du conseil municipal du 25 octobre 1876. J'ai pensé, dit-il, qu'il y avait lieu de reconstituer sur de nouvelles bases cet enseignement. Je me suis mis en rapport avec 2 professeurs du lycée, de garçons bien sûr. M. Dubois, agrégé de physique, serait chargé d'un cours de physique et de sciences naturelles. M. Gasquet ferait un cours d'histoire et de géographie. J'avais songé d'abord à rendre ces cours publics et gratuits. Mais après y avoir réfléchi, j'ai proposé une cotisation des élèves à qui leur position de fortune leur permet de payer la rétribution scolaire de 50 francs et qui, par cela même, pourraient avoir quelques répugnances à fréquenter un cours absolument gratuit. C'est pas mal vu, hein? Le 13 janvier 1878, le journal d'Amiens annonce sur 2 colonnes le début des cours. Sciences physiques, chimie, histoire naturelle par Dubois, littérature française par Lafont, histoire de France et géographie de la France et de ses colonies par Lanier. On n'a pas entendu la Troisième République qui parlait de l'histoire de France et de ses colonies. Du moins que les républicains aient triomphé. Tous 3 sont agrégés. Donc c'est au niveau de l'encadrement, c'est les profs de ces garçons. Et le 3e, Lanier, professe aussi à la Société industrielle un cours de géographie commerciale très suivi. Chaque cours est composé de 40 leçons d'1 heure et quart. Donc c'est pas rien, c'est pas des petits cours, c'est pas des semblants. Le 13 novembre 1879, sur proposition du maire Alphonse Delpech, le conseil municipal d'Amiens décide l'adjonction d'un 4e cours ayant pour objet l'enseignement de l'arithmétique et de la comptabilité usuelle. Au mois de janvier 1880, 2 autres cours commencent, dessin et anglais, l'État ayant offert un subside de 500 francs pour la création d'un nouveau cours public à la mairie d'Amiens. Donc ça prospère doucement, mais ce qui me semble intéressant, c'est l'engagement des notables, l'engagement d'un certain nombre de professeurs, l'engagement de la société industrielle pour ça. Et aussi, ce sont eux qui élaborent, avec d'autres, ce qui va être enseigné. Et on en vient à la création envisagée, d'abord d'un collège de jeunes filles, puis d'un lycée de jeunes filles à Amiens. Les collèges et lycées de garçons ne se distinguaient pas à l'époque par leur curricula, qui allait pour les uns comme pour les autres, au moins de la 6e à la terminale, avec parfois des classes élémentaires de la 10e à la 7e. Et cela durera jusqu'à la réforme dite Fouchet de 1963, qui instituera le collège d'enseignement secondaire allant de la 6e à la 3e, puis des lycées allant de la seconde à la terminale. À l'époque de la création d'un enseignement secondaire féminin, les lycées et collèges se distinguaient pour l'essentiel parce que les collèges étaient privés ou dans une certaine mouvance municipale, alors que les lycées étaient d'État, même s'il y avait participation financière. Au conseil municipal d'Amiens du 14 août 1879, Victor Vion interpelle les autres membres du conseil.
Que dit-il? Après avoir pourvu aux compléments nécessaires de l'instruction primaire élémentaire par l'école primaire supérieure de garçons, puis par l'école primaire supérieure de filles, il vous reste encore à prendre une autre résolution, plus importante encore, pour l'achèvement de l'instruction et de l'éducation de nos plus riches adolescentes de 13 à 18 ans. Parallèlement au lycée grandiose pour les garçons, il convient de constituer de bons petits collèges payants pour les jeunes filles de la bourgeoisie de la ville. C'était une époque où on disait les choses telles qu'elles sont. Au conseil municipal du 19 novembre 1879, le maire Alphonse Delpech propose de renvoyer ce vœu de création d'un collège pour jeunes filles à l'administration avec l'accord du conseil municipal selon des considérations précises qui méritent une lecture in extenso parce que ça montre que les notables de la ville songeaient à définir non seulement quel établissement, mais quel enseignement. Il s'agit de l'établissement secondaire, autrement dit collège de filles à Amiens. On reconnaît enfin dans toutes les conversations, dans les journaux et dans les revues, qu'il y a là une nécessité de premier ordre qui aurait dû primer tous les autres projets de réforme éducative à tous les degrés. Alors que ça vient à la fin. On vient de commencer à fonder par-ci par-là quelques écoles primaires supérieures pour achever l'instruction élémentaire de quelques jeunes filles sorties de nos écoles primaires. C'est une obligation morale de pourvoir également à ce qu'il soit assuré un complément à l'instruction supérieure de nos filles de la moyenne bourgeoisie, dont le programme et le contrôle émaneraient de l'université, c'est-à-dire en gros du secondaire à l'époque, et de la commune. Il s'agit bien en effet des beautés de la langue française, de littérature, d'histoire générale de celle de notre pays, de statistiques et de géographie comparée, des diverses branches de l'histoire naturelle, de physique et de chimie, de technologie, de législation d'hygiène, de mathématiques, de comptabilité domestique, de l'étude des langues de nos voisins, des beaux-arts, de toutes les choses enfin, qui sont indispensables à la formation de l'esprit et du cœur de nos futures mères de famille, bourgeoises et futures maîtresses de maison. On doit remarquer que le maire d'Amiens, Alphonse Delpech, n'hésite pas donc à dresser un tableau précis des matières devant figurer au collège de jeunes filles d'Amiens envisagé. Et on n'est pas très loin de ce qui sera décidé au niveau national à la suite de la loi Camisté, votée un an plus tard, en décembre 1880. On peut parler. Avec leurs impasses communes, et toujours récurrentes, pas de grec et de latin, ni de philosophie pour les collèges ou lycées de jeunes filles, alors que ces matières sont les fleurons de l'enseignement secondaire masculin de l'époque. Et parce qu'ils sont les fleurons. Lors de sa séance du 9 janvier 1880, le conseil municipal d'Amiens exprime le vœu que l'enseignement secondaire des jeunes filles soit organisé d'une manière plus complète, au moyen soit de la fondation d'un collège de jeunes filles, soit d'une subvention accordée à l'une des pensions laïques d'Amiens, dont tu as fait état tout à l'heure, dans laquelle des professeurs de lycée viendraient donner leurs leçons. Le conseil municipal d'Amiens du 16 avril 1880, sur proposition du maire Alphonse Delpech, qui s'est concerté préalablement avec l'inspecteur d'académie de la Somme, approuve le plan de réorganisation du secondaire féminin à Amiens. Les cours sont transférés dans le pensionnat de Mademoiselle Leclerc, qui recevra 2000 francs. La ville et l'État donneront chacun une subvention de 2750 francs. L'enseignement embrassera 2 années. Il comprendra l'histoire et la géographie, la langue et la littérature française, la cosmographie, les mathématiques et la comptabilité, les sciences physiques et naturelles, l'anglais, le dessin et la musique. La durée hebdomadaire des cours sera de 10 heures pour chaque division. Un collège avec 10 heures d'enseignement.
hebdomadaire. C'était un moment où on ne surchargeait pas. Disons, c'était un moment où on étudiait d'une certaine manière parce qu'il y avait des études encadrées. Donc les moments d'enseignement étaient courts par rapport au moment des études. C'était un moment où ceux qui devaient travailler, c'était les élèves. Pas les profs. Frédéric Petit, même s'il déclare qu'il votera les conclusions du rapport du maire Alphonse Delfèche, émet des réserves parce que, dit-il, ce projet est certes un pas en avant, mais trop timide vers un véritable collège de jeunes filles. Qu'est-ce en définitive que ce projet, dit-il? Le transfert pur et simple, à peu près, dans une institution privée et au profit de cette institution privée, des cours qui se donnaient à l'hôtel de ville dans toute leur insuffisance. Au conseil municipal d'Amiens, du 8 octobre 1880, Frédéric Petit, qui est devenu maire par intérim, considère, je le cite, qu'il y a lieu de se préoccuper de créer une troisième année et de doubler le nombre de classes attribuées dans chaque année aux diverses parties. Il s'agit vraiment de doubler la cadence de travail. La municipalité s'est mise en rapport avec l'inspecteur d'académie de la Somme dans le but de développer cette institution nouvelle et de créer ainsi un vrai collège de filles avant que la loi n'en impose l'obligation. Donc, ils sont à la manœuvre. Hein. Ils ne sont pas en retard. Ils ne sont pas des retardataires. Ils réfléchissent même avant. Je continue. Le projet est retenu par le conseil municipal d'Amiens. Les élèves rentrent à l'âge de 13 ans, parce que ça c'est fait. Les classes durent chacune 1h30. C'était 1h15, c'est 1h30. Les élèves ont environ 22 heures d'enseignement par semaine. Gigantesque, c'est académique. Donc, français, histoire-géographie, morale, mathématiques, anglais, allemand, sciences naturelles, dessin, chant, gymnastique, couture. Il n'y a toujours pas, bien sûr, latin et grec, ni philosophie. Il y a quand même une constante, il y a des éléments structuraux dans cette affaire. Pour ce qui concerne finalement la création du lycée de filles, alors, ce nouveau collège de filles, est-il dit, est annexé au pensionnat de Madame Aubertin, 87 rue Lorando. À l'ouverture des cours, il y a 16 inscrites en première année, 27 en deuxième année et 12 en troisième année à l'inscription. Comme le souligne Alphonse Piquet dans une lettre en date du 22 juillet 1882, cet établissement est placé au centre de l'agglomération qui doit fournir des élèves aux cours, c'est-à-dire le commerce local et la bourgeoisie retirée à Henryville. C'est quand même un centre qu'il ne faut quand même pas perdre de vue. Pour ce qui concerne finalement la création du lycée de filles, le vote décisif du conseil municipal d'Amiens a lieu le 20 avril 1883. La commission de l'instruction publique propose à l'unanimité d'adopter le projet de création d'un lycée de jeunes filles et d'accepter le traité à intervenir entre la ville et l'État. Montant des dépenses, 527 550 francs. C'est un immense bond en avant. La ville doit en payer la moitié. Mais c'est un lycée d'État. Et là, c'est l'État qui contrôle et qui nomme. Le lycée de jeunes filles d'Amiens ouvre le 14 octobre 1883, le 6e de France, avec 18 élèves. Il finit avec 80 élèves. On finira cette historique par un passage significatif des souvenirs de mademoiselle Minotte. 18 filles, les unes déjà adolescentes, d'autres encore bambines, toutes avec des notes sur le dos, la plupart accompagnées de leurs parents, se dirigeaient vers une petite rue mal pavée, la rue d'Alger. Arrivées au numéro 6, elles traversaient une cour pavée et pénétraient dans une maison d'apparence bourgeoise.
lieu de remarquer que ces créations successives se sont faites presque exclusivement entre hommes, à l'exception toute relative de 2 directrices de pensionnat laïques, Mademoiselle Leclerc et Madame Aubertin, et d'une professeure d'anglais, Madame Delot. On peut aussi noter que la création rapide du lycée d'Amiens, le 6e de France, a été précédée de longue date par des initiatives progressives et effectives de responsables politiques amiénois, soutenues par certaines personnalités notoires catholiques, alors que l'Église de France était très réticente en l'occurrence. Parmi les protagonistes de premier plan, on peut citer les 2 maires d'Amiens, René Goblet et Alphonse Delpech, qui ont tous 2 prononcé leur discours de réception publique solennelle à l'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens durant cette période. René Goblet, le 11 avril 1879, sur la correspondance de la municipalité d'Amiens pendant l'année 1792, belle année, et Alphonse Fiquet, le 9 juin 1883, sur le marquis de Condorcet. 2 thèmes d'affirmation républicaine dans une académie fondée historiquement par un roi. Alors que l'on venait tout juste d'entrer dans la période de la Troisième République triomphante. Un exemple et une fête des mères à célébrer, à chacun de juger, et on en restera là. Alors c'est le moment le plus solennel. Merci à nos 2 orateurs et voici le moment le plus solennel puisque nous allons remettre le diplôme à Bruno Pousset. Donc je vous lis ce qui est écrit, il n'y a pas de mystère. Le lundi 12 mai 2025, en assemblée solennelle, l'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens a admis M. Bruno Pousset à prononcer son discours de remerciement et à prendre séance. M. Claude Lelièvre lui a répondu au nom de l'Académie, en foi de quoi nous lui délivrons ce diplôme, qui est signé donc de la secrétaire perpétuelle, Gélève Garnier, et du directeur annuel. Je remets l'insigne de l'Académie, donc à Bruno Pousset, qui pourra le porter désormais comme il veut. Je suis désolée, je ne sais pas le mettre. Je trouve que c'est compliqué, je trouve que c'est aussi bien. Voilà, Bruno va savoir le faire. C'est compliqué. Oui, il faut percer un trou. Tu as oublié l'autre point. Ah, voilà. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Ah, ça va? Je vous remercie tous d'avoir, et toutes surtout, d'avoir eu la patience de nous écouter. Je pense qu'on s'est bien complété. On a traité des aspects différents. Et le rôle des Amiénois est important, j'en suis tout à fait conscient. Mais après, c'est eux qui seront la manœuvre. Puisque ce sont c'est l'État. Alors, vous êtes maintenant invités, avant de dîner, de prendre un petit pot qui est en bas. On va vous y conduire. Je crois que tu sais où ça se trouve. Et donc, vous êtes invités à partager ce verre de l'amitié. Merci. Je déclare close notre séance solennelle. Merci.